Je voudrais vous dire à quel point je suis heureux d'être ici ce matin, dans ce lieu, dans le cadre institutionnel qui nous accueille. Donc merci à Isabelle Ferreira, merci à la Chaire, merci à Mathieu de Nanteuil, avec qui maintenant depuis plusieurs années j'échange idées, hypothèses de travail, réaction à l'actualité. C'est devenu pour moi tout à fait indispensable. De façon plus générale, je pense que nous faisons partie d'un même cercle. Et puis je voudrais remercier, enfin je voudrais le dire d'abord à Léopold, à quel point je suis heureux de le rencontrer enfin en chair et en os, après avoir correspondu, après l'avoir lu, après avoir entendu parler de lui constamment, notamment par Mathieu. Je n'ai jamais pu, à mon grand regret, accepter l'une ou l'autre des généreuses invitations à me rendre à Bogota qu'il m'avait fait transmettre. Maintenant, le temps est peut-être un peu passé, mais enfin, heureusement, on se retrouve ici et ça me fait beaucoup de plaisir et je suis très honoré que je peux tutoyer. Oui, bien sûr. Que tu aies accepté de parler après moi ou de réagir à ce que je vais dire. Voilà, bon. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai conçu cet exposé introductif, qui n'est certainement pas une conférence. Comme vous voyez, je n'ai pas un texte à lire, mais j'ai un plan sur lequel je vais essayer, que je vais vous indiquer d'ailleurs dès le départ, sur lequel je vais essayer d'élaborer un peu, et on verra comment l'importance respective des différentes parties se construira au fond au fur et à mesure, avec toujours le même risque dans des circonstances de ce genre, qui est d'être trop long sur les premiers points et d'être obligé ensuite de courir la poste pour inclure les suivants. Enfin bon, heureusement on a toute une journée, on peut y revenir éventuellement dans la discussion. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Oui, bon. Alors, tout ceci étant dit, Mathieu, Isabelle, je voudrais vous demander la permission de prendre 2 minutes avant tout ceci. C'est pas sans rapport avec la question de la violence, mais je m'y suis engagé auprès de moi-même, de certains de mes amis, d'ailleurs belges aussi bien que français. Je voudrais attirer votre attention, je suis sûr que je ne suis pas le premier, sur la situation dramatique de nos collègues universitaires turcs. Pas seulement les universitaires, mais en particulier les universitaires. Et je le fais notamment parce que, bon, je ne vais pas refaire l'historique de la chose. Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, il y a plusieurs sites maintenant, en français ou en anglais, d'autres langues aussi éventuellement, qui fournissent toutes les interventions nécessaires. Mais le point précis, et je m'en tiendrai là, qui motive cette exception à l'ordre du jour que je vous demande, c'est que 2 de nos collègues, dont je vais écrire les noms au tableau, comme ça j'ai besoin de les dire parce que parmi d'autres, naturellement, il y a ceux qui sont en prison, il y a ceux qui s'appellent respectivement, c'est une dame Nurie, je ne suis pas sûr de bien prononcer, hein, bon. Gülmen et Semih Özaksa, voilà, sont en grève de la faim depuis 60 jours. Et donc la situation est en train de devenir critique, évidemment. Bon. Il y aura à Paris ce week-end, en particulier Place de la République, une grève de la faim symbolique de soutien pour s'associer à eux. Il y a aussi des initiatives en Angleterre et aux États-Unis, peut-être ici. Naturellement, ils font partie de ce groupe d'universitaires, 2200 et quelques, qui avaient signé en janvier 2016 un appel à la reprise du processus de paix au Kurdistan.
dont le titre, évidemment, le contenu, bien sûr, mais le titre très, très provoquant suffit déjà à expliquer l'extrême violence de la répression dont ils font maintenant l'objet, c'était « Nous ne serons pas complices de ce crime », c'est-à-dire la reprise des opérations de guerre qui ont été évidemment suivies d'actes de rétorsion de la part de la résistance kurde, mais enfin bon, n'entrons pas dans tous les détails. Bon. Alors les signataires de ce texte, qui n'était pas un texte de soutien à l'action armée du PKK, mais qui était un texte, comme beaucoup d'entre vous le savent sans doute, qui condamnait la reprise des opérations militaires et qui exigeait la reprise du processus de paix. Donc nous sommes en plein dans la question, dans l'un des aspects de la question. Il y a sûrement des analogies et des différences avec la situation colombienne, on verra si on en parle ou pas, et d'autres encore, avaient été signés par un grand nombre d'universitaires, de toutes sortes d'universités en Turquie. Bon, et puis alors ensuite, l'engrenage s'est mis en route, c'est-à-dire qu'ils ont déjà commencé à faire l'objet presque immédiatement de mesures de suspension ou d'intimidation, mais depuis que la situation en Turquie a radicalement changé, ou en tout cas c'est dramatiquement détérioré, avec la tentative de coup d'État et ce que moi je pense qu'on peut appeler un contre-coup d'État qu'il a suivi, et puis plus récemment le vote, l'approbation du projet de transformation constitutionnelle. Il n'y a plus de limite. Alors, comme vous savez, sous prétexte d'être complice soit du terrorisme, soit du réseau Gülen, des quantités de fonctionnaires turcs sont licenciés dans tous les secteurs, la police, la magistrature, l'enseignement. Ça commence au niveau du primaire. Je ne sais pas quel est le chiffre complet des enseignants licenciés à ce jour, mais c'est plusieurs milliers, sinon même dizaines de milliers. Et dans l'université, évidemment, les signataires, c'est pas les seuls, mais les signataires de cet appel sont considérés maintenant comme des parias, des ennemis du peuple, etc. Donc ils sont particulièrement visés. Alors, c'est un processus cruel, enfin, et pervers, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été tous exclus de l'université d'un seul coup, aussi parce qu'il y a des universités qui sont plus puissantes que d'autres ou plus protectrices que d'autres. On commence par les petites universités d'Anatolie, on arrive maintenant aux grandes universités d'Istanbul, mais le processus est en route, évidemment, et il implique ce que les associations, ce qu'eux-mêmes ont appelé, les associations de soutien ont repris cette formule qui est parfaitement juste et éclairante. C'est une sorte de condamnation à la mort civile, puisque les enseignants en question sont non seulement limogés de leur poste universitaire, mais privés de leur passeport, inscrits sur des listes noires qui font qu'ils ne peuvent pas retrouver de travail ailleurs, ce dont ils auraient évidemment le besoin le plus matériel, le plus urgent, interdit de publication dans les journaux ou les revues scientifiques. À ce sujet, d'ailleurs, il faut signaler, c'est un point sur lequel insistent beaucoup les associations de solidarité en ce moment, parce qu'ils nous placent, nous autres universitaires du monde entier, devant une responsabilité immédiate. L'équivalent turc du Fonds national de la recherche scientifique et d'autres organismes de ce genre ont officiellement endossé, comme on dirait en franglais, enfin, etc., l'interdiction en question. Donc on fait savoir aux revues scientifiques que si elles publiaient des articles de ces gens qui maintenant doivent être encore radiés du monde des enfin de la société, il ferait l'objet de sanctions ou d'interdictions, ce qui entraîne évidemment que les universitaires des autres pays qui ont des liens de coopération avec les universités turques ou avec les revues par l'intermédiaire de leurs propres organismes de recherche sont placés, je n'en dis pas plus, devant la
question, pas simple, mais quand même incontournable à mes yeux, de savoir s'ils acceptent ou non et sous quelle forme de continuer à collaborer avec des organismes universitaires qui, de fait, pratiquent une politique de type totalitaire. Voilà. Donc je m'excuse, j'ai été un peu plus long que je n'avais dit que je serais à vous demandant 2 minutes, mais ça me semblait impossible dans un cadre comme le nôtre ici, où je suis sûr que beaucoup, sinon tous, sont évidemment réceptifs à cette situation, d'en dire quelques mots. Et si vous voulez, d'ailleurs, le plus simple, au fond, puisque j'avais retiré les quelques documents relatifs à tout ça, je te les donne si tu veux les faire reproduire. Il y a aussi les adresses ou les sites auxquels on peut se reporter si on veut signer des pétitions de soutien ou si on veut être tenu au courant de la situation. Bien, si on peut dire. Bon, alors, j'ai déjà mangé, hein, bon, un quart d'heure. Oui, alors donc il s'agit d'un exposé introductif dans lequel, à l'usage commun, mais aussi pour mon propre compte, essayer de mettre un peu d'ordre dans les réflexions que je continue de développer ou d'enrichir, peut-être de compliquer, bon, à propos de cette question de la violence et des rapports entre violence et mondialisation, qui est l'objet de notre séminaire. Et si vous voulez, pour que les choses soient plus claires, je vais inscrire ici au tableau. T'inquiète pas, ça va, j'ai l'habitude. Bon, là, je sais bien qu'il existe encore des trucs comme ça, mais moi je suis d'une époque où on travaille avec des tableaux noirs, de la craie, etc. Oh non, je vous assure, ça suit. Oui, mais c'est parce que comme on capte non, mais tant pis, c'est juste le plan. Voilà. Et si jamais vous voulez, oui, vous pouvez prendre ça. Ras-le-bol de la technique. Alors, donc, c'est la micro-rébellion du privilégié. Bon, donc j'ai en principe 5 points, on va bien voir. Enfin, il y en a 3 principaux. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Bon. Alors, d'abord, parce que j'ai pas eu le temps de faire un PowerPoint, et puis de toute façon, il n'y en a pas ici, puis je ne sais pas m'en servir. Bon. Donc, un petit préliminaire, un peu philosophique, catégoriel, si vous voulez, on pourrait dire, bon, sur la question du rapport entre violence et totalité. J'ai essayé de ne pas être trop long là-dessus, mais vous commencez. Ça va, vous lisez? Oui, c'est pas trop mal écrit. Bon. Violence et totalité. Bon. Alors ensuite, mes 3 points principaux portent premièrement, donc c'est le numéro 2, évidemment, sur les modèles qui sont en circulation en ce moment. Ça ne sera sûrement pas exhaustif, hein, évidemment, ça ne peut pas être exhaustif, mais on aura quelques-uns des modèles et par conséquent des formulations ou des langages, on pourrait dire, qui sont en circulation pour essayer de réfléchir sur la mondialisation de la violence. Alors, évidemment, ça pose la question de savoir s'il y a une mondialisation de la violence, mais les deux problèmes sont évidemment réciproques l'un de l'autre. Et je peux d'ailleurs dire, si vous voulez, mais je vais y revenir à l'avance, quels sont les 3 que je privilégie ou auxquels je veux faire allusion. Et encore une fois, c'est pas du tout exhaustif. Hein, bon. Alors, c'est celui de la guerre civile mondiale. Vous allez reconnaître des noms ou des auteurs derrière tout ça. Celui de l'apartheid généralisé, et celui de l'état d'exception normalisé. L'état d'exception normalisé. Formule qui vient de Walter Benjamin, mais que d'autres ont reprise et ont élaboré à leur façon. J'en profite d'ailleurs pour dire tout de suite que le livre enfin pas deux, mais compilé, rassemblé, organisé et introduit par deux exposés que je viens de relire et qui m'ont été extraordinairement utiles tous les deux, de Leopoldo
Moulira et de Mathieu de Nanteuil. Alors, ça existe en français aussi, d'après ce que Oui, je mais je comprends. m'aperçois que tu ne l'as pas. Donc, Comment ? il est publié aux presses de l'Université de Louvain. Donc, la vulnérabilité du monde, ça s'appelle comme ça. Absolument. Ça, c'est l'édition espagnole, superbe, sous-titrée Démocratie así violencias en la globalisation. Donc, démocratie et violence au pluriel dans la monde. Et est une ressource très précieuse de mon point de vue, et notamment, je vais revenir dans une minute à l'un des thèmes abordés par Mathieu dans sa propre introduction, mais sur la question de l'état d'exception normalisé. Justement, il y a des développements que j'ai trouvé très intéressants, généalogiques et critiques de Léopold. Bon, alors ensuite, soyons plus rapides, parce que sinon ça fait double emploi. Bon, alors... pour le point suivant, j'ai un petit peu de coquetterie philosophique universitaire. Je vais attraper une célèbre formule de Lacan, même si je ne me sers pas directement de Lacan, qui est le pas-tout. Le pas-tout. Alors, ce que j'entends par là, c'est que, évidemment, dans le cadre d'une réflexion sur la totalité ou sur les modalités de totalisation et de généralisation, je vais revenir de la violence, il faut absolument s'interroger sur justement ce qui n'est pas totalisable. Ce qui fait que ce qui n'est pas totalisable, ce qui n'est pas unifiable. Et c'est sous ce chef, je reviendrai sur les détails tout à l'heure, je n'énumère pas maintenant les exemples, que j'essaierai de reprendre quelque chose, de continuer à utiliser quelque chose qui vient de mon exposé ou de mon livre sur violence et civilité que tu évoquais tout à l'heure, et dont je comprends qu'on vous a distribué des extraits. Alors, il ne faut pas que je consacre tout mon temps à ça, parce que le troisième point, qui est peut-être plus nouveau, bon, et je n'en dis rien du contenu, constitue une ébauche de réflexion sur la question du capitalisme absolu. Sur la question de savoir si nous sommes entrés dans l'ère du capitalisme absolu. Alors évidemment, on commence par la totalité, on continue par la mondialisation, on arrive à l'absolu. Ça, c'est terriblement philosophique. Et en même temps, c'est terriblement massif. On pourrait dire les choses de cette façon. Bon, alors, j'y viendrai, je n'en dis pas plus. Pour l'instant, c'est pas moi qui ai inventé cette formule. Je ne la prends pas avec des pincettes, mais enfin, je pense qu'en même temps qu'on l'utilise, il faut aussi avoir un regard critique. Bon. Et puis alors, je ne sais pas s'il restera du temps, mais ça viendra inévitablement dans la discussion. Je vais dire, c'est un peu tard, évidemment. Bon, donc, civilité, si vous voulez, ou anti-violence en tant que politique, que concept de la politique, suivant l'orientation que j'avais évoquée précédemment. Bon, alors, accélérons. Bon, alors, préliminaire catégoriel. Bon, violence et totalité. Alors, ce que je voudrais dire ici très vite, parce que ça pourrait constituer l'objet d'un exposé à soi tout seul, c'est essentiellement deux choses, si vous voulez. Bon. Premièrement, et là je vais m'appuyer fondamentalement, enfin je vais prendre au point de départ des formulations que vous reporterez de Mathieu de Nanteuil dans sa propre introduction au volume sur la vulnérabilité du monde. On pourrait dire que toute une partie du débat critique contemporain, de la pensée critique contemporaine, qui évidemment est aussi une tentative pour conjoindre la théorie et la pratique, qui essaye d'avoir un pied d'un côté dans la pensée ou la reformulation de certaines grandes catégories de la philosophie politique, violence, pouvoir, totalitarisme, etc. Et puis de l'autre, évidemment, du côté des expériences concrètes, dans leur extrême diversité, et en même temps, de façon de plus en plus insistante, depuis des années maintenant, alors
avec tous les risques de méprise ou de subjectivisme que ça comporte, comme s'il y avait une sorte d'air de famille, n'est-ce pas, ou de dissémination de certaines formes d'expression sur lesquelles je reviendrai, de la violence et de la violence extrême qui traverse les frontières et les différences de régime dans le monde d'aujourd'hui. Donc la question sous-jacente, ou l'une des questions sous-jacentes, c'est la question du passage de la violence totalitaire à la violence néolibérale. Ou disons que c'est la question soulevée par Mathieu dans son texte, des éléments de continuité et des éléments de discontinuité, car évidemment il faut les deux, il le dit très nettement. Bon. C'est là que la pensée est convoquée, que nous devons essayer de tenir ensemble, pour essayer de comprendre à la fois pourquoi l'après-coup des régimes totalitaires, et alors évidemment en Europe on pense essentiellement à l'expérience des années 30, du nazisme et des fascismes, dans d'autres parties du monde, c'est le même mot, c'est des mots voisins, on a des expériences d'une violence comparable, dont certaines sont beaucoup plus récentes. Bon. Et enfin, l'après-coup des régimes totalitaires ou de la fin des régimes totalitaires, qu'on a pu se représenter ou qui a pu être représenté dans une littérature philosophique et politologique dont je ne dirais pas du tout qu'elle relève purement et simplement de l'intoxication, de la propagande, etc. Bon, même Fukuyama, etc., comme une sorte de fin de l'histoire au sens de la fin de la violence de l'histoire ou de la fin d'une histoire qui aurait été caractérisée sous différentes formes, les luttes de classe, les luttes de race, les dictatures, etc., par son caractère intrinsèquement violent, bon, n'a pas correspondu, ou ne correspond manifestement pas à l'exténuation, on pourrait dire, de la violence, et notamment de la violence politique, ou plus généralement de la violence sociale et de la violence économique, mais elles échangent leurs fonctions en permanence. Dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, au contraire, il y a quelque chose comme un retour du refoulé. Bon. Il y a de grandes difficultés d'interprétation, inévitablement. Bon, on anticipe un petit peu sur les considérations sur le capitalisme absolu, parce que, au fond, et tantôt sous des formes descriptives, sobres, positivistes, tantôt sous des formes un peu métaphysiques, comme c'est le cas chez Benjamin dans le célèbre texte sur la critique de la violence, l'idée sous-jacente qui vient, au fond, qui vient de la grande tradition de la philosophie politique, qui vient de Machiavel, qui vient de Hobbes, qui vient de Hegel, c'est que l'histoire se fait par la violence, elle se fait pour le meilleur ou pour le pire. Donc, ce qui n'est pas du tout évident, évidemment, à la fois parce qu'on est en plein dedans et parce que les formes, justement, ne sont plus les mêmes, parce que le politique lui-même est plus difficile à saisir, peut-être, dans la situation d'aujourd'hui. Ce qui n'est pas évident, j'espère que vous me suivez, parce que je reprends toujours mes phrases très longues, c'est justement que de l'histoire soit en train de se faire à travers les formes de l'extrême violence que nous observons aujourd'hui. Alors, évidemment, on peut supposer par antithèse, que c'est plutôt du côté de la contre-violence ou de l'anti-violence ou de l'invention d'une forme du politique qui permettrait de faire face à cette violence généralisée que ressurgit ou que se continue la possibilité de faire l'histoire, comme on disait à la grande époque. Mais il y a là, évidemment, un grand point d'interrogation. Et encore une fois, le problème est celui de la continuité et de la discontinuité, c'est-à-dire qu'est-ce qui, au fond, n'a pas disparu, qu'est-ce qui est plus que jamais là, bon, qu'est-ce qui fait que nos sociétés
quoi qu'elles en disent ou quoi qu'elles aient pu en penser, comportent des dimensions totalitaires, dans un sens à déterminer, et qu'est-ce qui, d'un autre côté, évidemment, a à faire avec une radicale nouveauté, ou en tout cas avec une coupure, avec le franchissement d'un seuil. Bon, alors ça m'amène directement au deuxième terme de l'antithèse. Il faut que j'accélère un peu. C'est ce que j'appellerais non pas la violence totalitaire, mais la violence de la totalité. La violence de la totalité. Bon, alors, disons, pour commencer, sans trop compliquer les choses, que la totalité à laquelle nous pensons immédiatement, c'est la totalité du monde, ou c'est ce qu'en anglais on appelle the global ou globalization. En français, et je dis toujours, je ne sais pas comment c'est en espagnol, que c'est une ressource plutôt qu'une équivoque, comme on peut importer le mot anglais, c'est inévitable. Bon. Mais on a le mot monde et l'expression de mondialisation. Je ne sais pas si c'est Jean-Luc Nancy, philosophe français bien connu, qui a mis le premier en circulation l'expression de mondialisation du monde, mais il est un de ceux, en tout cas, qui s'en sont servis et qui l'ont popularisé. Et on voit bien que l'idée sous-jacente, c'est que pour des causes dont tout le monde s'accorde plus ou moins à penser qu'elles sont d'abord économiques, mais aussi, et c'est presque indissociable, technologiques, communicationnel, etc. Ce qui était fragmenté ou ce qui était dispersé se trouve d'une certaine façon réuni ou en tout cas unifié à l'échelle du monde. Ça n'exclut pas bien sûr ni les conflits ni les contradictions sous une forme qui n'aurait jamais existé précédemment. Bon, alors l'idée sous-jacente, encore une fois, c'est que non seulement, contrairement aux idéaux cosmopolitiques dont s'est nourrie la tradition de la philosophie politique, et que je ne considère pas du tout ni comme absurde, ni comme à tous égards obsolète, mais qu'évidemment nous sommes sommés de repenser dans leur définition, dans leur contenu et dans leur effectivité, cette sorte d'unification, qui fait que non seulement il y a une économie monde, mais cette économie monde est traversée en permanence et en temps réduit par des rapports de pouvoir, et notamment de pouvoir économique et financier, qui sont au fond sans frontières, ou encore qui fait que la condition d'un travailleur ou d'un citoyen ou d'un habitant de n'importe quelle région aujourd'hui, même apparemment la plus arriérée ou la plus sous-développée, entre guillemets, que ça soit quelque part au Tibet ou en Amazonie, est immédiatement mise en relation avec des phénomènes de communication, réception d'images et de messages, ou avec des rapports de pouvoir qui sont définis à l'échelle mondiale. Tout ça ne produit pas ce que Kant appelait hypothétiquement un état de paix perpétuelle ou un progrès vers la paix perpétuelle, mais au contraire, localement, et aussi de plus en plus transnationalement. Pensons par exemple à la violence de la situation dans laquelle se trouvent les migrants qui traversent les mers, une sorte d'intensification de la violence sous les formes de l'oppression, de l'exploitation, de la discrimination et de l'élimination, ce qui est évidemment le point le plus sensible. Alors, il y a là-dedans une espèce, pour toute une partie, pour toute la tradition libérale classique, à laquelle appartiennent de nombreux auteurs, et pas seulement dans la tradition occidentale, en tout cas européenne, bon, évidemment, tout aussi développée dans d'autres parties du monde, et notamment en Amérique latine, parce que l'Amérique latine a fait les révolutions libérales bourgeoises en même temps que l'Europe et l'Amérique du Nord. Il y a là une espèce de scandale ou de paradoxe qu'on pourrait
résumer de façon très simple, me semble-t-il, en suggérant que, et en reprenant les catégories, une grande antithèse classique, que la mondialisation ne généralise pas le commerce, ou ne généralise pas seulement le commerce, mais qu'elle généralise la guerre, y compris sous des formes variées et méconnaissables. Bon, alors évidemment, le commerce, c'est une notion clé dans toute cette affaire, parce que d'un côté, bien sûr, c'est la circulation des marchandises, et par extension, c'est la circulation de l'argent et des capitaux. Mais d'un autre côté, l'âge classique, auquel appartenait encore Marx, d'ailleurs, qui employait beaucoup dans ses textes de jeunesse en allemand le mot Verkehr, qui a la même extension générale que commerce dans le français du XVIIIe siècle, ou bien commerce ou intercourse en anglais, etc. C'est toutes les formes d'échange, c'est toutes les modalités d'échange et de communication entre les êtres humains. Donc, c'est pas seulement le commerce des marchandises, c'est ça, évidemment, sur un point important, mais c'est aussi le commerce des idées, c'est aussi le commerce c'est aussi le commerce des passions et des sentiments, c'est le commerce sexuel, si vous voulez, etc. etc. Bon. Or, l'idée sous-jacente ou centrale dans la tradition du cosmopolitisme classique, et bourgeois, si vous voulez, ou civique bourgeois, comme je dis quelquefois, on le voit très bien dans les célèbres textes de Kant, c'est que l'intensification du commerce sous toutes ses formes mène à la paix globale. Hein. Bon. Et évidemment, là, nous sommes confrontés à la situation apparemment inverse, que j'appelle violence de la totalité, ou violence de la totalisation. Bon, alors, plus rapidement, parce que décidément, ça devient grave, j'ajouterai une remarque sur totalité, mais ça reviendra dans la suite. Bon. C'est que si on part sur l'idée très générale, je vous l'accorde, un peu trop philosophique, bon, qu'il y a dans l'émergence de la totalité comme telle, hein, dans la totalisation ou dans la mondialisation du monde, comme dit Jean-Luc Nancy, non pas ou non pas simplement ou non pas essentiellement dans la situation d'aujourd'hui, un facteur de pacification ou de civilisation, dans le sens plus général, là encore, de ce mot en français, mais un élément de brutalisation, hein, en employant des êtres humains, qui joue un rôle aussi important dans les exposés de Mathieu et de Léopoldo. Bon. Je pense que ça vient de George Moss, enfin peu importe. Bon. Donc, ce problème oblige à réfléchir un peu plus sur les différentes facettes de l'idée de totalité. En particulier parce que quand on commence à réfléchir dans ces termes-là, on se pose tout de suite, implicitement, inévitablement, à la fois la question des résistances ou la question tout simplement des antithèses de ce qui... Bon. Et on pourrait aller très vite à l'idée que si la mondialisation, et cette idée joue un rôle politique autour de nous, hein, bon, si la mondialisation est un facteur de brutalisation des rapports entre les hommes, ou d'anéantissement des possibilités du commerce, au sens que je viens d'indiquer, alors il faut résister à la mondialisation, ou plus généralement, il faut résister à la totalisation. Et surtout, pas de méprise ici. J'espère qu'on reviendra dans la journée, par exemple, non seulement à la question de l'écologie, mais à la question des résistances, des formes de résistance qui sont liées, on pourrait dire, à l'indigénat, dans le sens le plus général du terme. Non seulement les peuples indigènes ou les peuples autochtones qui défendent un lieu de vie et qui, par conséquent, inévitablement défendent aussi pas sa fermeture, mais sa clôture, hein, sa clôture relative. Je croyais que j'avais ici
le numéro, ah oui, je l'ai ici, oui. J'avais ici le numéro de Libération de ce matin que j'ai acheté en prenant le train. Et bon, ça tombe comme ça. Hein. Il y a cette image terrible. Au Brésil, la forêt fait les frais enfin terrible quand on sait ce qu'il y a derrière, hein, fait les frais du virage politique. Alors, le virage politique, c'est le semi-coup d'État légal qui a éliminé Dilma Rousseff du pouvoir et qui l'a remplacé par des gens qui sont absolument, qui sont encore plus corrompus qu'elle, si elle l'était, et qui sont absolument dévoués aux intérêts de la marchandisation des terres. Bon. Donc ça va anticiper sur la question du capitalisme absolu. Alors il y a une carte des progrès de la déforestation en Amazonie brésilienne, et puis il y a évidemment cette image, vous en avez vu d'autres, bon, qui montre la déforestation. Alors, on ne voit pas d'êtres humains, parce que les êtres humains sont cachés derrière les arbres, là, etc. Mais ils existent, hein, ils existent. Bon, ils existent, ils sont conscients, ils sont actifs, ils cherchent des moyens de résister. Bon. Et je ne sais pas, peut-être qu'il y a parmi eux des gens qui pensent à quelque chose comme une mondialisation alternative ou une mondialisation. Bon, il y a aussi inévitablement un élément de défense du lieu et de l'indigénat comme tel. Bon, alors, tout ça pour dire que je pense qu'il est important d'introduire tout de suite une distinction entre ce que j'appellerais, c'est des catégories philosophiques simples dont on se sert tout le temps pour faire des dichotomies, la totalité extensive et la totalité intensive. Alors, au sens extensif, au sens intensif. Alors, la totalité extensive, évidemment, ou la totalisation extensive, la mondialisation extensive, et il y a des aspects de la violence dont nous voulons parler qui y sont directement liés, c'est une traversée des frontières ou une neutralisation des frontières, c'est en apparence au moins une homogénéisation de l'espace mondial. Bon. Et par conséquent, c'est une réorganisation complète du rapport entre le local, qui est le lieu où on habite, en tout cas on a un point d'attache, et puis d'autre part le global, qui est en somme le lieu où aujourd'hui le capital circule sans entrave et institue son pouvoir. Alors la totalité intensive, c'est par convention, je dirais, bon, renvoie à un autre aspect. Hein. Et alors, évidemment, toute une partie des réflexions actuelles sur la mondialisation ou sur les rapports de la mondialisation et de la financiarisation tournent autour de l'articulation des deux aspects. C'est la question de savoir comment une logique, hein, par exemple, justement la logique du capital, de domination du capitalisme financier, ou simplement d'investissement du capitalisme financier, envahit ou se subordonne, disons, hein, bon, se subordonne les unes après les autres, ce que, avec dans des terminologies variées, les philosophes ou la tradition sociologique appellent les sphères, hein, ou les régions, ou les domaines de l'activité sociale. Bon. Alors évidemment, tout ça repose sur de grandes dichotomies auxquelles je reviendrai si j'ai le temps, celle de la vie privée et celle de la vie publique, celle des activités productives d'un côté, donc marchandes aussi en particulier, bon, qui est le lieu par excellence où se développe le capitalisme classique, tel que Marx l'avait décrit, et puis à côté de ça, ce que, alors dans le jargon ou la terminologie marxiste que je vais continuer à utiliser, on appelait la sphère de la reproduction, hein, en mettant là-dessous d'ailleurs des choses assez hétérogènes entre elles, dont certaines avaient été aperçues par Marx, bien sûr, la reproduction de la force de travail, et d'autres, au contraire, je dirais pas soigneusement, mais enfin quand même manifestement refoulé par lui. Bon.
Qu'est-ce qu'il parlait de Silvia Federici tout à l'heure, une de celles, évidemment, parmi les féministes post-marxistes qui a contribué à lever ce lièvre, c'est-à-dire tout ce qui a à voir avec les rapports de sexe et de genre, la famille, etc. Bon, mais aussi la culture, l'éducation. Bon. Alors, au fond, tout ceci est hanté par une autre idée de totalité, dont il faut sûrement à un moment donné commencer à l'examiner de façon critique, qui est la totalité sociale. Il n'y a pas de sociologie, il n'y a pas qu'elle soit structuraliste ou dialectique, il n'y a pas de philosophie de l'évolution sociale, comme chez Hegel ou chez Marx, sans une sorte de schéma, on pourrait dire, d'intégration, si vous voulez, d'intégration des différentes sphères de la vie sociale et de l'activité humaine à un tout ou à un ensemble. Mais l'idée qui est sous-jacente, et sur laquelle je reviendrai si j'ai le temps, dans toute une partie des débats contemporains, et pour laquelle on est allé chercher, ou certains d'entre nous sont allés chercher, j'ai besoin d'un peu plus de place, bon, des formulations apparemment absconses, dont Marx s'était servi, qui viennent de la tradition philosophique, c'est qu'on assisterait à une sorte de subsomption ou de soumission, si vous préférez, subsomption totale des sphères de la vie sociale, des sphères ou des sphères d'activité des êtres humains socialisés sous un principe de domination unique. Et là, évidemment, c'est là que les analogies possibles ou les points de rencontre et du même coup de discussion avec l'idée de domination totalitaire commencent à se faire jour, sans abolir pour autant les distinctions. Parce que si on dit, j'y reviendrai, bon, c'est l'aspect de cette notion de capitalisme absolu, qu'aujourd'hui le capital n'organise pas seulement de façon directe, à travers en particulier des formes variées de contrôle financier, la dette, l'investissement dans le capital humain, la financiarisation de la culture, etc. Bon, n'organise pas seulement la production proprement dite, le lieu où, sous des formes évidemment elles-mêmes très variées, les individus sont au travail de façon à faire du profit, donc aussi à fabriquer de la plus-value, mais organise aussi de proche en proche tout le reste, qui n'en était pas complètement indépendant, c'est pas ce que je veux dire, et qui jouissait, suivant la terminologie aussi classique, une espèce d'autonomie relative, autonomie relative de la sphère de l'éducation par rapport à l'investissement capitaliste proprement dit, parce que les normes, les valeurs, les objectifs ne sont pas purement et simplement et immédiatement de valoriser un capital préexistant, soit individuel, soit collectif. Autonomie relative de la sphère familiale. On pourrait discourir longuement, qui fait que quand on fait l'amour, on ne croit pas valoriser un capital, si vous voulez. Bon, mais c'est en train de changer. Alors, donc, on en arrive à l'idée, si vous voulez, que une sorte de pouvoir, je suis tenté de dire occulte, parce que dès qu'on parle du pouvoir du capital ou de l'extension du pouvoir du capital dans la société d'aujourd'hui, on arrive facilement à l'idée que ce pouvoir est un pouvoir occulte, parce qu'il n'a pas le même type de visibilité, et même on pourrait dire d'exhibition que le pouvoir d'État, en particulier dans les traditions des régimes totalitaires hantés par une certaine théologie politique, une certaine théâtralisation de la politique. Je ne dis pas que le capital ne se théâtralise pas du tout, mais pas évidemment comme la monarchie, la présidence de la République, la dictature, les capitalistes ne portent pas d'uniforme, etc. Bon. Donc on arrive à l'idée qu'il y a un totalitarisme d'un autre genre, en tout cas un principe de totalisation qui est en même temps un principe de soumission et dont la brutalité, le cas échéant, ou en tout cas l'absence complète
de scrupules, d'humanité, de capacité, d'aptitude au dialogue et à la contradiction n'est pas moins grande d'une certaine façon, bien qu'il soit en apparence beaucoup plus soft, que peut l'être celui d'une domination totalitaire. Bon, alors, en fait, je bouffe tout mon temps sur le préliminaire, mais bon. Alors, je vais bon. Alors, deuxième point, ça va être plus court, par la force des choses. Deuxième point, modèle d'interprétation, d'interprétation et de discussion. Bon, alors, allons plus vite. Bon, on y reviendra éventuellement. Bon. Naturellement, tout ceci, vous risquez de penser qu'il y a un présupposé dans le discours que je tiens, ça va de plus en plus mal. Quelque chose de ce genre. Bon. Les choses ne s'arrangent pas. Bon. Et je reconnais volontiers, c'est aussi une des choses qu'il faut mettre en discussion. Bon. Pour ça, peut-être qu'il est important de prévoir la possibilité du pas-tout, ou de l'exception. Qu'il y a une certaine tendance dans la pensée critique récente, ou dans une partie de la pensée critique récente, à la fois à adopter un ton apocalyptique, comme disait Kant autrefois, dans un texte célèbre qui a été repris par différents philosophes, et à mettre en œuvre non seulement une sorte de pessimisme méthodologique, qui est toujours, je pense, une très bonne chose, en matière d'analyse sociale, mais ce qu'on pourrait appeler un pessimisme ontologique. Un pessimisme ontologique. Qui est, alors là, les choses sont plus problématiques, naturellement, parce que les prophéties du genre le capitalisme va à sa fin, qui ne peut être elle-même qu'extrêmement violente, ou la situation dans laquelle nous nous trouvons est caractérisée par une espèce d'irrésistible, ou peut-être de résistible ascension de la violence multiforme, donc la chasse aux immigrés, le racisme qui se développe à nouveau partout, les antagonismes ou les haines intercommunautaires, religieuses ou ethniques, les formes de brutalisation ou de fragilisation de populations entières qui se traduisent par des déracinements, par des migrations forcées, par des situations de surexploitation, le précariat comme modalité d'institution du travail dans tous les sens de ce terme, etc. Donc, effectivement, ça va de plus en plus mal. Et les penseurs critiques que j'ai en tête, je vais en citer un ou deux, se partagent au fond, à cet égard, du point de vue de leur état d'esprit, entre deux tendances qui sont comme l'envers et l'endroit de la même page, c'est-à-dire ça va de plus en plus mal et aucune issue n'est pensable, ou bien, comme disait Heidegger, citant Derlin dans une phrase célèbre, là où la détresse est la plus grande, le salut doit être proche, et par conséquent, si ça va de plus en plus mal, c'est que la situation, tôt ou tard, va se retourner une fois pour toutes dans le bon sens. Bon, alors, cette précaution étant prise, il me semble qu'il y a trois scénarios intéressants, trois formulations peut-être plutôt que scénarios, parce qu'ils recouvrent dans une certaine mesure des descriptions qui sont analogues. Alors, je pense en particulier, parce que je viens de le lire, et peut-être certains d'entre vous en ont pris connaissance, à l'ouvrage qui vient d'être publié, et que je recommande bien sûr, par Éric Aliès et Maurizio Lazzarato, sous le titre « Guerre et capitale », qui est apparu aux éditions Amsterdam il y a quelques mois. Bon. Alors, dans ce livre, ce qui est mis en avant, si vous voulez, c'est ce que j'appellerais, pour simplifier, le scénario de la guerre civile mondiale. Alors,
n'entrons pas dans tous les détails, soulignons simplement deux choses. C'est que, d'une part, et ceci n'est pas simplement un fait de théorie, mais c'est pas simplement un fait de théorie, mais c'est un fait d'expérience, hélas, évidemment. Les guerres civiles, d'une certaine façon, sont plus cruelles que les guerres étrangères de type classique. Il faut le dire vite, parce que les guerres étrangères, est-ce que ça inclut les guerres coloniales? Bon. Et puis, il y a eu, évidemment, les expériences totalitaires. Mais enfin, l'idée sous-jacente, évidemment, c'est que les violences qui s'exercent, je dirais, à l'intérieur du voisinage ou entre gens qui sont proches les uns des autres, hein, dans l'espace, dans la société, éventuellement même dans leur représentation, comportent une tendance sur laquelle, si j'ai le temps, je reviendrai un petit peu, parce qu'elle a évidemment à voir avec ce que j'appelle dans mon jargon personnel la violence ultra subjective, hein, à monter aux extrêmes, à ne connaître aucune limitation, aucune régulation, si vous voulez, aucune forme de civilisation. Donc l'idée, évidemment, sous-jacente, elle aussi problématique, bien sûr, c'est que les guerres classiques, hein, dont le modèle a été théorisé par Clausewitz et par d'autres, sont des guerres civilisées. C'est-à-dire sont des guerres... au fond, la guerre civile, le mot, l'avoisinage du mot est significatif. C'est le contraire d'une guerre civilisée, ou c'est tendanciellement le contraire d'une guerre civilisée. Parce que la civilisation de la guerre, un grand acquis du jus publicum europeum de l'époque classique, ou soi-disant tel, implique justement qu'on s'arrête quelque part. Hein, bon, on ne massacre pas les civils, etc., etc. Bon. Donc, il y a un élément intensif, si vous voulez, dans cette idée de guerre civile mondiale, mais cet élément intensif est indissociable d'un élément extensif, hein, parce que évidemment l'idée c'est que on va vers la guerre civile mondiale parce que les frontières n'existent plus ou ne jouent plus le rôle qu'elles ont joué traditionnellement. Bon, autrement dit, le phénomène c'est la dissémination de la violence, et c'est la neutralisation ou l'abolition de la barrière théorique que constituerait l'existence des frontières. Alors, je suis obligé d'aller très vite, mais cette idée conduit assez rapidement à Liès et Lazzarato, dont je m'empresse de dire que j'admire infiniment le savoir, la capacité de synthèse, le brio des lectures proposées de toute une partie de la tradition philosophique et politique, Clausewitz, Lénine, Marx, bien entendu, Hannah Arendt et d'autres, Schmitt et d'autres encore, tout ça orienté par un point de vue philosophique qui en gros vient de Deleuze et Foucault, qu'il critique et qui est très intéressant. Alors, à un moment donné, ils reprennent à leur compte, pour eux-mêmes la généraliser, la notion de guerre totale. Et ils en font la généalogie. Bon, il faudrait, qui a surgi au lendemain de la Première Guerre mondiale. Disputons pas sur la paternité du terme. Moi, je croyais que c'était Ludendorff, le chef d'état-major de l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale, ou dans la dernière période de la Première Guerre mondiale, devenu ensuite un des inspirateurs ou un des idéologues des mouvements proto-nazis, etc. Avant. Et donc, ils le prennent, et c'est le point qui m'importe, et c'est dit très explicitement, dans le sens de l'abolition des distinctions. L'abolition des distinctions. C'est-à-dire ce qui serait caractéristique de cette situation, c'est le fait que les distinctions traditionnellement utilisées pour non seulement classer, mais isolées les unes des autres, au moins relativement, différentes formes de violence sont tendanciellement et progressivement abolies les unes après les autres. Donc, la guerre dite totale abolit en effet toute distinction entre guerre civile intérieure et grande guerre extérieure, grande et petite guerre, entre parenthèses, coloniale,
guerre militaire et guerre non militaire, entre parenthèses économique, de propagande subjective. Il y a non-développement sur la guerre aux femmes, mais je reviendrai faite aux femmes. Ce point, c'est un thème qui vient en partie de Federici. Entre combattants et non combattants, entre guerre et paix. Ça, c'est le dernier point, évidemment, le plus important, qui nous amène au voisinage de l'autre modèle, celui de l'état d'exception normalisé, hein, c'est-à-dire de la fin de la distinction perceptible, visible et même institutionnelle entre des opérations de police et des opérations militaires. Alors vous allez me dire, mais ça a depuis toujours été le cas justement dans le champ colonial, dans le domaine colonial. Pour les gens comme moi de nationalité française, impossible de ne pas se souvenir de tout ça, en particulier à cause de la célèbre distinction, de la célèbre formule, de l'épouvantable formule prononcée par le futur président François Mitterrand au moment de l'éclatement de la guerre d'Algérie, où ça se généralise, où le contingent va être envoyé en Algérie. L'Algérie, c'est la France, en effet, c'était des départements français officiellement. La seule négociation, c'est la guerre. Alors c'est tout à fait extraordinaire parce que l'Algérie, c'est la France suggère que les opérations de maintien de l'ordre ou de répression sont des opérations de police. Hein, et ensuite, la formulation, la conclusion, c'est la seule négociation, c'est la guerre. Donc la distinction des deux est en quelque sorte proclamée. Donc dire que c'est seulement d'aujourd'hui que cette distinction disparaîtrait, c'est évidemment, ou si c'est ce qu'on croit comprendre, c'est erroné parce que ça vient de très loin. Et ça vient de très loin dans un domaine évidemment crucial du point de vue de l'analyse, qui est justement le domaine de la colonisation ou de l'histoire de la colonisation. Ce que je mets tout de suite en rapport avec le fait que Lazzarato et Aliès, dans leur livre, reprennent à leur compte, parmi d'autres, c'est une tendance évidemment très développée aujourd'hui et très fructueuse à mes yeux, hein, très fructueuse, l'idée suivant laquelle, si on envisage l'histoire de la modernité comme l'histoire du développement du capital ou du développement de la puissance du capital et de sa capacité d'organisation sociale, il faut aller chercher. Vous me suivez ? Oui, c'est pas obscur, hein, j'espère. Il faut aller chercher dans le texte de Marx, dans le volume 1 du Capital, hein, un passage clé que personne n'a jamais considéré comme secondaire, mais enfin qui n'avait jamais occupé avant la dernière période une place centrale dans l'interprétation, la réutilisation polémique ou critique, comme tu disais tout à l'heure, de l'œuvre de Marx, et qui est le chapitre ou la section qui se trouve à la fin sur l'accumulation primitive. L'accumulation primitive. En allemand, c'est... Alors, il y a plusieurs traductions, hein, bon, on ne va pas se lancer là-dedans. C'est die sogenannte ursprüngliche Akkumulation. Hein. Toute la difficulté toujours de traduire sogenannt, parce que ça peut vouloir dire ou bien qu'on cite hein, dans ce qu'on appelle l'accumulation primitive, ce que les économistes appellent l'accumulation, ou alors la soi-disant accumulation primitive, c'est-à-dire il n'y a rien de tel qu'une accumulation primitive, mais nous allons déconstruire ou démystifier cette fausse notion. Et puis primitif, évidemment, c'est tout le problème. Ursprünglich, c'est-à-dire originel, initial, traduit Jean-Pierre Lefebvre. Alors, dans le texte de Marx, aujourd'hui, au fond, il n'y a pas de marxistes, il y a très peu de marxistes critiques qui ne théorisent pas non seulement l'accumulation primitive, mais la continuation paradoxale, au regard de ce que Marx veut dire, la continuité de l'accumulation primitive tout au long de l'histoire du capitalisme, et même l'idée que, au fond, aujourd'hui, ce qu'on verrait finalement triompher ou occuper toute la place ou émerger en pleine lumière, c'est pas le refoulement progressif ou la limitation ou la marginalisation des phénomènes, je vais y venir tout de suite, décrits par Marx sous le titre d'accumulation primitive, mais c'est au contraire leur généralisation et le fait qu'ils envahissent tout le paysage et que le capitalisme en fait ne fonctionne jamais sans accumulation primitive. Alors, qu'est-ce que c'est l'accumulation primitive dans la description de Marx? C'est le concept qui permet de penser la réalisation dans l'histoire
la création par des moyens qu'il décrit comme extrêmement violents, en particulier ceux qui font intervenir la violence d'État dans les formes de l'époque classique et préclassique, nécessaires pour créer les deux ingrédients, si j'ose dire, ou les deux composantes de toute production capitaliste de forme normale, disons entre guillemets, c'est-à-dire d'un côté des prolétaires, des individus qui n'ont plus rien, qui n'ont plus rien d'autre que la fameuse force de travail qu'il faut bien vendre pour vivre, et puis de l'autre côté du capital argent, des ressources financières accumulées. Et alors, Marx décrit un certain nombre de moments ou de processus historiques qui conduisent à ce résultat. Et il suggère, ou il semble suggérer, que tout ça prend place dans une sorte de phase de transition entre les sociétés précapitalistes, les modes de production précapitalistes, féodales, entre guillemets, ou d'autres. Bon. Et puis, d'autre part, le capitalisme proprement dit, le capitalisme industriel, le capitalisme libéral, si vous voulez l'appeler aussi comme ça, dont il fournit par ailleurs la théorie. Et parmi ces processus, il y en a deux, évidemment, relativement isolés l'un par rapport à l'autre, mais dont la conjonction propose une certaine image du monde, on pourrait dire, qui sont aussi importants l'un d'autre. D'un côté, l'expropriation, en particulier en Europe, dans les pays du centre de l'Europe, en Angleterre, la fameuse époque des enclosures, enclosures, etc. L'expropriation des petits producteurs, artisans, paysans et autres. Et de l'autre, évidemment, à l'échelle du monde entier, la colonisation et le drainage des ressources du monde entier en vue de soutenir et de préparer l'accumulation capitaliste proprement dite. Bon. Alors, la première personne, vous savez, dans l'histoire du marxisme, je pense que vous savez ça, bon, qui est revenue à cette affaire, c'est Rosa Luxembourg dans les développements célèbres du livre qu'elle a publié juste avant la Première Guerre mondiale, en 1912, L'accumulation du capital, où pour la première fois, elle a lancé l'idée qui maintenant est celle de tout le monde, c'est celle de David Harvey, c'est celle qu'on retrouve aussi dans le livre d'Aliès et Lazaretto, et on pourrait citer encore bien d'autres exemples, à savoir l'idée que cette phase de transition ne finit jamais. Cette phase de transition ne finit jamais. Parce que, en réalité, le capital ne peut pas se reproduire, n'entrons pas dans les détails, de façon complètement endogène, si vous voulez, ou créer en son propre sein, à l'intérieur des différentes branches de l'accumulation capitaliste, l'équilibre dynamique ou même périodiquement rétabli à travers les crises, qui lui permet de fonctionner en quelque sorte en vase clos ou de façon auto-référentielle. Mais il faut toujours puiser à l'extérieur à la fois des ressources humaines et des ressources matérielles, et ce drainage, si vous voulez, et qu'elle rattache à une description de la colonisation impérialiste, est lui-même essentiellement destructif. C'est-à-dire qu'au fond, le capital ne peut fonctionner ou ne peut donner l'apparence d'une essentielle productivité, dans tous les sens du terme, ou d'une créativité positive et constructive dans une certaine sphère ou dans une certaine région du monde, que parce que en même temps il détruit de façon radicale et en permanence, et on va y venir, à la fois des ressources naturelles, des ressources humaines, des formations sociales, des civilisations, tout ça à l'extérieur. Alors évidemment, l'idée qui est alors ceci a aussi à voir évidemment avec une dichotomie bon, je réutilise mon petit schéma pour une autre raison, une dichotomie qui est au cœur des théories d'impérialisme, qui est que le capitalisme fait régner une espèce de paix ou de normalité des opérations du commerce et de l'industrie dans une zone centrale, protégée, dominante, parce qu'il fait la guerre en permanence à l'extérieur.
l'extérieur. Hein, bon. Il exporte la guerre et il fait la guerre. Et tous les grands théoriciens de l'impérialisme, qu'ils soient de gauche, d'extrême gauche ou de droite, c'est vrai pour Carl Schmitt aussi bien que pour Césaire ou Fanon, ou bien d'autres encore, Arendt aussi le dit, explique que ce qui caractérise la zone périphérique, c'est que évidemment, là, il n'y a pas de loi de la guerre, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, c'est la violence. Alors, l'idée de Lazzarato et d'Aliès, évidemment, c'est que la paix, c'est la guerre, comme je le disais à l'instant. C'est-à-dire que les zones ne sont plus séparées, et les zones ne sont plus séparées parce que l'accumulation primitive ne s'est jamais arrêtée, parce qu'elle continue. À quoi s'ajoute une idée supplémentaire qui est, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler plus, mais qui est évidemment très importante pour essayer de comprendre à ce niveau théorique un peu abstrait, évidemment, le monde dans lequel nous vivons, qui est que quand le capital ou quand le capitalisme, à travers les phases successives de la mondialisation, a fini en quelque sorte de s'emparer du monde dans sa totalité, bon, et atteint de ce point de vue une espèce de limite extensive, si vous voulez. Bon, alors Rosa Luxembourg, de ce point de vue, disait les choses très simplement, bien que au plan des images ou des concepts, il y a un peu un paradoxe là-dedans. Il disait parce que la Terre est ronde, hein, parce que la Terre est ronde, c'est-à-dire finie, c'est ça que ça veut dire, hein, c'est ça, fini. Bon, la colonisation atteindra ses limites. Bon, à quoi vous pouvez ajouter, si vous voulez, l'idée que quand la colonisation atteint ses limites, ou même avant qu'elle atteigne ses limites, les colonisés se révoltent et par conséquent, le processus, au moins sur le plan politique et sur le plan militaire, subit une sorte d'effet en retour ou d'inflexion. Mais l'idée de tous ces théoriciens dont je parle, c'est que en réalité les choses continuent. Hein, les choses continuent sous la forme d'un reflux, d'une part sous l'idée que la violence extrême ne s'arrête pas, naturellement, dans la périphérie. Bon, éventuellement, elle est relayée par d'autres pouvoirs d'État ou par d'autres forces politiques qui sont arrivées au pouvoir au nom de l'émancipation et de l'insurrection libératrice, mais qui ont été pris à leur tour, avec ou sans corruption, dans le mécanisme de domination occulte du capital mondial, et qui, le cas échéant, sont encore plus cruels, ou en tout cas tout autant violents que ne l'ont été les puissances coloniales. C'est difficile d'être plus violent que les puissances coloniales dans une forme d'endroit. Mais enfin, apparemment, on peut être autant. Bon, mais l'idée, c'est que la violence périphérique rentre dans le centre. Hein, rentre dans le centre. Hein. Bon, c'est-à-dire, l'idée, si vous voulez, c'est que, alors c'est de ça que parle Harvey, accumulation par dépossession, etc., c'est que l'expropriation et la colonisation refluent et agissent sur le centre civilisé, entre guillemets, lui-même. D'où, ça devait arriver dans la dernière partie, mais je l'introduis dès maintenant, l'utilisation qu'on peut faire d'une formule que Habermas a rendue célèbre, enfin en tout cas qu'il a popularisée, et que je m'étais proposé moi, comme d'autres, dans le livre Violence et civilité, d'utiliser, ne lui en déplaise, on pourrait dire, dans un sens un peu plus large, hein, et aussi un peu plus polémique, on pourrait dire, enfin, que ce soit déjà polémique chez lui. Alors en allemand, c'est Kolonisierung der Lebenswelt, hein, c'est féminin le hein, Kolonisierung der Lebenswelt, c'est-à-dire colonisation du monde de la vie, hein, der Lebenswelt, dans sa totalité, ce qui veut dire évidemment que l'expropriation et la brutalité de l'expropriation pénètrent à son tour nos sociétés dites avancées, développées ou civilisées, parce que à l'intérieur même de ces sociétés, le capital doit trouver des zones vierges, si vous voulez, en quelque sorte,
dans lesquelles continuer de s'étendre et de pratiquer l'accumulation primitive. Et ces zones vierges, c'est quoi? C'est la vie privée, justement, c'est la vie privée, c'est la santé, c'est l'éducation, éventuellement. Bon, alors, pour conclure là-dessus, j'ai été trop long, mais ça fait rien si je ne parle que de ça. Le livre d'Aliès, alors, je laisse de côté les deux modèles différents, très intéressants aussi, on ne peut pas parler tout d'un coup, que j'ai appelé l'apartheid mondial, si vous voulez, et l'état d'exception normalisé, bien qu'il y ait une sorte d'interpénétration. Mais ce qui me semble caractériser le livre de Aliès et Lazzarato, et c'est une tendance de la pensée critique actuelle, c'est une espèce de... Allez, je vais dire les choses comme ça. À un moment donné, alors ça c'était un peu provoquant, puis j'avais dit c'est un livre paranoïaque. Mais disons, c'est une sorte d'ivresse de la démonstration. Alors, dont l'idée maîtresse est que le capital et la guerre, c'est la même chose. Le capital et la guerre, c'est la même chose. Ça a toujours été la même chose. Et depuis le début, alors c'est là que les instruments empruntés à Deleuze et Guattari, Mille Plateau, etc., que j'admire beaucoup, et dont moi aussi, comme d'autres, j'essaie de me servir, deviennent prévalents, si vous voulez. Le capitalisme est une machine de guerre, progressivement indiscernable de l'État, indiscernable de l'État, qui progressivement s'étend à tous les aspects, à tous les lieux du monde et à tous les aspects de la vie sociale. C'est un juggernaut, c'est l'image venue de la mythologie indienne que Marx emploie d'ailleurs une fois dans le Capital, qui écrase tout, et qui se nourrit de sang et de chair humaine, en quelque sorte. Alors, je pense qu'il est utile d'avoir une image de ce genre en tête, à la fois pour essayer d'introduire sinon une logique, en tout cas une unité, pour ne pas se raconter d'histoire, au fond, sur les sources profondes de la violence du monde dans lequel nous vivons. Et en même temps, c'est très gênant, à la fois du point de vue théorique, en tout cas moi ça me gêne, du point de vue théorique aussi du point de vue politique, parce que, comme le dit bien la phrase que j'ai citée tout à l'heure, de proche en proche, les différences sont gommées, si vous voulez, les différenciations sont neutralisées. Bon. Donc, empiriquement, évidemment, ça condamne un peu à l'uniformité, et politiquement, ça rend très difficile, me semble-t-il, de penser l'action politique ou l'intervention politique, l'anti-violence, comme j'ai essayé de dire dans certains textes, n'est pas simplement un principe. La non-violence, c'est un principe, c'est un idéal. Bon. Mais ce que j'avais essayé d'appeler anti-violence, j'avais baptisé civilité, à tort ou à raison, à cause des affinités, je vais m'arrêter, à cause des affinités entre... tu m'en veux pas trop ? Non, pas du tout. Entre le mot civilité et l'idée de la cité, évidemment, la cité, certains emplois anglais aussi que je trouve très intéressants, du mot civil, c'est civil disobedience, etc. C'était toute forme de politique qui dessert, d'une certaine façon, l'emprise de la violence extrême, et qui recrée ou qui réintroduit ou qui introduit, à partir évidemment de l'initiative et de la communauté d'action et d'intérêt des citoyens et des sociétés elles-mêmes, la possibilité d'une transformation politique. Bon. Et évidemment, dans le texte de Aliès et Lazzarato, les choses sont
très clair de ce point de vue. Il y a beaucoup d'exemples politiques à la fin de situations et d'actions contemporaines, mais le grand résultat, le point d'aboutissement, c'est une sorte de réactualisation de la fameuse formule léniniste, transformation de la guerre impérialiste en guerre civile révolutionnaire. Alors, moi, j'avais été nourri dans ma jeunesse, toutes sortes de raisons, de cette formule, qui me paraissait à la fois traduire le génie de Lénine, grâce auquel, justement, une guerre mondiale, une boucherie sanglante dans laquelle les peuples se détruisent les uns les autres, la Première Guerre mondiale devenait une tentative, même si elle était très difficile, d'émancipation de l'humanité tout entière, donc une révolution. Et puis peu à peu, je ne dis pas que le doute s'est instillé dans mon esprit, mais le caractère intrinsèquement contradictoire et le cas échéant sans issue de l'idée de substituer une guerre à une autre, ou de penser comme une guerre, de continuer de penser comme une guerre, la politique qui met fin à l'extrême violence, a fini par s'imposer à mon esprit. Et en l'occurrence, je pense que le paradoxe est porté à son maximum, parce que quand on dit qu'il faut transformer la guerre impérialiste en guerre civile révolutionnaire, on suggère que l'initiative change de camp et aussi de modalité, si vous voulez. La guerre impérialiste, c'est les États qui l'organisent en utilisant les populations comme des moyens. Bon. Mais ici, il s'agit en somme de mettre fin à une guerre civile par une autre guerre civile. Bon. Et mon sentiment est qu'on arrive à une impasse à la fois intellectuelle et politique. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles je tiens tellement, je tiens à maintenir l'idée que les formes de l'extrême violence qui prennent place dans le cadre de la mondialisation, ou qui d'une façon ou d'une autre alimentent la généralisation de la violence, demeurent hétérogènes entre elles, et qu'on ne gagne rien à les ramener à un seul principe qu'on appellera le capital, ou le capital qui est la même chose que la guerre. Et évidemment, je ne prétends pas du tout ni avoir découvert quelque chose de très profond, ni surtout avoir fourni par là même une solution ou un moyen d'explication simple. Ou plus exactement, ce qui me semble intéressant, sur quoi je pense qu'il faut réfléchir, entre autres choses, c'est pas seulement le fait qu'il y a tendanciellement deux grands types d'extrême violence. Alors je dirais, pour aller vite, je les ai appelés ultra-subjectives et ultra-objectives. Bon, il y a l'extrême violence communautaire, si vous voulez. Il y a l'extrême violence, alors elle peut être religieuse, elle peut être ethnique, elle peut être politique, naturellement, dans des régimes de type fasciste ou autre, dont le principe fondamental, je sais bien que je simplifie énormément, qui conduit, comme on le voit bien, au délire de la répression ou de la persécution, qui ne peut plus connaître de limites. C'est la représentation fétichiste, naturellement, c'est la représentation d'un nous, qui ne supporterait aucune différence interne, ou en tout cas certaines différences, et qui, par voie de conséquence, les transforme en figure de l'ennemi intérieur. La figure de l'ennemi intérieur, c'est aussi évidemment la figure du microbe, la figure de la maladie, la figure du mal, dans le sens quasi, Derrida a appelé ça la violence auto-immunitaire. Il n'est pas le seul à s'être servi de cette terminologie, qu'il faut absolument éradiquer, ou dont il faut expurger le corps politique, qui peut être le corps de la nation, qui peut être le corps de la
la religion ou le corps de l'Empire, de façon à lui permettre de survivre. Et d'où le paradoxe, évidemment, qui va à expliquer que l'autodestruction ou l'amputation interne d'une société est le moyen pour elle, serait le moyen pour elle de parvenir à la stabilité ou à l'éternité. Et de l'autre côté, évidemment, il m'a toujours semblé que la violence du capital, y compris sous les formes que je viens d'évoquer, mais sous toutes les formes, au fond, hein, parce qu'il n'y a pas d'exploitation sans violence, parce qu'il n'y a pas d'exploitation sans surexploitation. Bon, la violence du capital a un autre principe, hein, qui est le traitement des êtres humains, non seulement comme des moyens, mais comme des choses. Traiter les êtres humains comme des moyens, c'est pas nécessairement, moi je suis pas un kantien pur et dur, c'est pas nécessairement un scandale. Hein. Un des intérêts de Spinoza, notre philosophe de prédilection, c'est justement d'avoir construit une éthique, non pas sur l'idée que les êtres humains devaient se traiter les uns les autres comme des fins absolus, mais au contraire sur l'idée que les êtres humains doivent se servir les uns des autres. Doivent se servir les uns des autres. Donc, d'une certaine façon, c'est un utilitarisme, mais c'est un utilitarisme qui ne comporte pas justement les dimensions brutalement individualiste de l'utilitarisme capitaliste. Bon. Donc traiter les êtres humains comme des choses, évidemment, ça va très loin. Ça veut dire non seulement qu'on les vend et qu'on les achète, hein, mais aussi qu'on les conditionne ou qu'on les reconditionne par la technologie, qu'on les démembre, qu'on les réassemble. Et surtout, évidemment, le point sur lequel plusieurs de nos contemporains et de nos collègues ont insisté ces temps derniers, Saskia Sassen dans le livre Expulsion, tout à fait extraordinaire, Bertrand Ogilvy dans son petit livre sur l'homme jetable, dont je me suis énormément inspiré, c'est que à partir du moment où on traite les êtres humains comme des choses, évidemment, le critère qui détermine l'usage qu'on va en faire, c'est la question de savoir si ces choses sont productives ou utiles, ou bien si au contraire elles sont inutiles ou même gênantes ou nuisibles, auquel cas on s'en débarrasse. Et on s'en débarrasse soit par des politiques, soit par des politiques intentionnelles, soit par des voies indirectes, c'est-à-dire en laissant faire, comme disait Foucault, en laissant mourir. Hein, bon. Laisser mourir les migrants ou les réfugiés au milieu de l'océan, c'est pas, en apparence au moins, intentionnel. Hein, bon. Et, sauf que, en réalité, il arrive un moment où on se pose inévitablement la question de savoir quelles sont les intentions de ceux qui ont le pouvoir d'empêcher et qui néanmoins laissent faire, etc., etc. Alors pour toutes ces raisons, et je m'arrêterai là, mais capitalisme absolu sera pour une autre fois, mais pour toutes ces raisons, je pense que les points d'enquête qui doivent retenir notre attention, à la fois du point de vue de l'analyse, et du point de vue de la possibilité, si ténue soit-elle, si fragile soit-elle, de l'intervention politique, donc qui restera évidemment à définir l'acteur collectif. Tendance à penser que justement à cause de la mondialisation, les acteurs par excellence sont toujours des acteurs mixtes, sont toujours des acteurs hybrides, on pourrait dire d'une certaine façon. C'est-à-dire ceux qui enjambent certaines frontières, qui réunissent en apparence au moins des forces que tout tend à séparer et à opposer les uns aux autres. Mais de toute façon, le point important, ça fait partie du concept de la politique depuis Machiavel, de savoir où il faut intervenir. Bon. Et où il y a quelque chose comme une contradiction qu'on pourrait exploiter. Bon. Et alors, je livre sans justification l'idée que, entre autres, ce n'étaient pas les seuls, mais de façon néanmoins intéressante et peut-être privilégiée, les points sensibles sont les points de passage d'une forme de violence à une autre. C'est-à-dire le lieu où, malgré leur hétérogénéité, elles
elle fusionne, elle a tendance à fusionner, au prix d'une très grande tension. Et alors, j'avais 3 exemples que je ne développe pas. Bon, premièrement, ça m'obsède de plus en plus, la question de l'armement. La question de l'armement. Parce que, alors, je ne sais pas si ça existe, et vous me répondrez peut-être, si vous le savez, mais j'ai peut-être pas assez bien cherché, mais je voudrais que des économistes, pas besoin d'être des marxistes pour ça, construisent un tableau de l'économie de l'armement dans le monde d'aujourd'hui, de façon à la fois à englober la totalité de l'arsenal destructif, on pourrait dire, depuis le niveau méga, le méga niveau, hein, c'est-à-dire l'armement nucléaire, les armes de destruction massive, etc. Bon, jusqu'au port d'armes individuel le plus quotidien, et j'allais dire le plus subjectif, c'est-à-dire celui... Bon, et de façon à la fois à comptabiliser, si on peut dire, ou à compter, à évaluer la part que représente la production et l'utilisation, par voie de conséquence, des armes et des armements, soit par des terroristes ou soi-disant tels, soit par des contre-terroristes, soit par la police, soit par l'armée, soit par les citoyens des pays dans lesquels le port d'armes est massif. Et il y en a beaucoup. Dans l'économie capitaliste d'aujourd'hui. Mais de façon aussi, je mentionnerai les 2 autres, mais je ne les développerai pas, de façon aussi à inclure ou à ouvrir la possibilité d'une description plus phénoménologique ou plus anthropologique, si vous voulez, qui penserait vraiment l'articulation de l'économie de l'armement avec les formes subjectives et même ultra-subjectives de la violence dans le monde aujourd'hui. Car si spéculatif, ou j'espère que ça ne paraîtra pas démagogique, mais si hasardeux que paraît cette hypothèse, je ne peux quand même pas ne pas penser que l'intensification de la distribution et de l'utilisation des armes dans le monde d'aujourd'hui comporte en particulier une dimension sexuelle ou genrée. Bon. Que les guerres qui se transfusent les unes dans les autres, qui transphasent les unes dans les autres, sont à la fois une façon pour le genre masculin, à travers toutes les divisions qui le fragmentent, de refouler de la façon la plus extrêmement violente qui soit une demande multiforme en raison de différences culturelles, etc., d'émancipation des femmes dans le monde d'aujourd'hui. Donc au minimum, c'est une façon de les faire rentrer dans leur gynécée, et au maximum, c'est une façon aussi de les prendre, d'en faire les victimes d'une violence généralisée. Alors naturellement, j'ai commencé à penser à ça au moment où je me suis dit qu'il y avait quelque chose de commun à ce qui se passait au Moyen-Orient, à ce qui se passait à la frontière du Mexique et des États-Unis. C'est d'ailleurs à me poser la question à laquelle je n'ai pas de réponse simple, de savoir comment la violence exercée contre les femmes, ou la très grande violence exercée contre les femmes, constitue une espèce de ciment ou d'élément de passage entre différentes formes de violence. Mais du même coup, évidemment, et c'est le tout dernier point, il y a des phénomènes auxquels on est amené à réfléchir aussi, puisque j'ai commencé par la Turquie, je finirai par la Turquie, et qui sont aussi difficiles à interpréter de mon point de vue, parce qu'ils sont caractérisés évidemment par une très grande ambivalence. Je pense à la fameuse question, peut-être un peu trop médiatisée, du rôle des femmes dans la résistance kurde.
Alors, mon attention est attirée de ce côté par le fait que certains des collègues que je connais en Turquie, et que j'évoquais tout à l'heure, que certains d'entre nous connaissent, ont été, et en particulier des collègues femmes de différentes universités d'Istanbul, kurdes ou pas, évidemment, très activement impliqués dans le mouvement de soutien à la résistance kurde, parce que la résistance kurde mettait à jour, elle n'est pas la première ni la dernière dans l'histoire du monde, des formes de démocratie et de civilisation de base dans laquelle les femmes, visiblement, étaient en train ou avaient la possibilité de conquérir une reconnaissance sociale, une participation active, et donc aussi quelque chose comme une capacité de changer le monde pour ce qui est des rapports entre les sexes. Ça, c'est l'ultra subjectif dans toute sa pureté, au cœur même d'une situation qui est une situation d'extrême violence, à la fois communautaire et capitaliste, parce que tout ça est dominé par le pétrole, etc. Mais dès qu'on a dit ça, et je ne dis pas ça pour dénigrer quoi que ce soit, mais évidemment, on est obligé de se poser la question aussi non seulement de l'ambivalence, mais éventuellement de la perversité de situations de ce genre, dans lesquelles les femmes conquièrent leur autonomie, mais elles conquièrent leur autonomie pour une part essentielle en devenant à leur tour titulaires du port d'armes, et donc en s'insérant dans une économie de la violence dont elles ne seront peut-être pas les maîtresses. Toutes mes excuses pour l'interminable longueur de cet exposé.